Bonjour, bienvenue dans Point de vue, bonjour à tous. Nous allons très vite entrer dans le vif du sujet avec nos 4 invités et grâce à vous aussi, chers internautes, avec vos commentaires et vos questions. Les thèmes de notre émission, vous les découvrez avec nous dès maintenant. Nous allons parler de ces foyers de violence qui se multiplient à Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, mais aussi dans les facs et notamment à Tolbiac. Violence aussi cette nuit à Toulouse, dans le tristement célèbre quartier du Mirail. Dans tous ces endroits, la police ou les gendarmes ont bien du mal à rétablir l'ordre. Autre sujet, l'Europe et le discours ce matin d'Emmanuel Macron devant le Parlement de Strasbourg. Le président parle de relance, de refondation, mais a-t-il les moyens de sa politique? Nous parlerons aussi d'Air France, de sa grève, de ses pilotes. Les personnels ont refusé d'un bloc les nouvelles propositions de la direction, mais ce rejet ne ressemble-t-il pas à un caprice d'enfants gâtés compte tenu de leur niveau de salaire, déjà bien supérieur à ceux pratiqués chez British Airways ou Lufthansa? Enfin, nous reviendrons sur cette petite phrase du patron d'En Marche, Christophe Castaner, phrase où il est question, je cite, du voile catholique de nos mères. Cette tentative de comparaison avec le foulard musulman est loin de faire l'unanimité. Eh bien, bonjour Marie Viseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Figaro, en charge de la politique économique et des finances publiques. Et vous avez écrit, c'était en 2014 avec votre confrère Cyril Lachèvre, c'était Les sales gosses de la République. C'est paru chez Michel Lafon. Bonjour Joseph Massescaron. Bonjour. Journaliste essayiste, consultant en communication aujourd'hui au sein de la société Imachette. Votre dernier livre, c'est L'horreur religieuse, c'est paru chez Plomb en 2016. Bonjour Yael Gauz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service politique de France Inter. Et merci Yves Tréhard de nous avoir rejoint, directeur adjoint de la rédaction. Bonjour Yves. Bonjour. Alors d'abord, avant de commencer, un avis, parce qu'on l'attend de vous, un avis sur l'interview d'Emmanuel Macron dimanche soir, s'il vous plaît, tranché et bref. La forme continue de faire parler. Alors l'absence de cravate, le refus de dire Monsieur le Président par les deux intervieweurs ne sont pas forcément vus comme des brevets d'indépendance. Joseph Massescaron. Mais la forme, ici, il y a un problème de communication qui est assez évident, c'est que la forme étouffe le fond. C'est qu'on voit bien, et pas simplement sur les réseaux sociaux, l'ensemble des commentateurs, ou on va dire des influenceurs, entre guillemets, ont surtout reconnu non pas ce que disait Emmanuel Macron, mais d'abord et en premier lieu, la manière dont s'est passé l'entretien. J'en veux pour preuve d'ailleurs que le suivi le plus grand le lendemain, le lundi matin, pas simplement sur BFM, bien sûr, où c'est un peu normal, ils avaient tapis rouge, je parle des deux duellistes, M. Bourdin et M. Plenel, pour s'exprimer, on n'a parlé que de ça, c'est-à-dire on a parlé non pas du fond, mais de la forme. Ce qui pose quand même un problème, parce que, bien sûr, il n'est pas le premier à avoir, le président de la République n'est pas le premier à avoir essayé des coups de com'. François Mitterrand, puisqu'on parle très souvent de lui comme artiste de la com' à cause de Jacques Pilan, qui était vraiment le pape dans son domaine. J'allais revenir, c'était Yves Morosi assis sur le coin du bureau. Mais cet entretien, il se trouve que je l'ai revu pour d'un travail personnel, il y avait du fond. On a retenu au-delà ce que François Mitterrand disait. Et là, il y a un problème, c'est que finalement, on n'a rien retenu du tout. C'est-à-dire, on s'est surtout interrogé sur, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler la conjuration des égos, égos écrit EGOS, bien sûr. Vous êtes d'accord, Yves? La forme a emporté sur le fond. Non, mais vous avez écrit votre édito, c'était inutile. Oui, on a tout dit là-dessus. Non, ce qu'il faut retenir, je crois, et c'est pour ça que l'interview était faite, finalement, tout ça était très bien organisé, avec des contradicteurs qui étaient là pour faire de la boxe, c'est la capacité d'endurance et la capacité de réaction du président de la République. Et c'est ça qu'il voulait montrer, en fait. Il n'avait rien de plus à dire que le jeudi précédent face à Jean-Pierre Pernaut. Et là, eh bien, il a montré qu'il était pugnace, qu'il tenait le choc, en dépit de son jeune âge, qu'il avait de la résistance, avec deux personnes qui n'étaient plus journalistes, qui étaient là, non pas pour faire des questions, parce qu'il y a un grand principe quand on est journaliste, c'est de poser des questions. Et pour poser des bonnes questions, il faut que ces questions soient fermées. Leurs questions étaient ouvertes, et leurs questions étaient surtout des commentaires de ce qu'on pouvait imaginer que Emmanuel Macron puisse penser sur la situation internationale et nationale. Donc c'était un peu compliqué. Yael Gauz. Le côté faussement irrévérencieux, selon certains commentaires, effectivement, une forme un peu relâchée. Une forme complètement relâchée, irrévérencieux, effectivement. Mais il s'est passé des choses, mais il faut trier, il faut revoir la bande, il faut dérocher, il faut couper. Imaginez en radio,
le calvaire que c'était d'aller couper un son d'Emmanuel Macron qui tienne la route et qui soit cohérent sans avoir le « oui » de Jean-Jacques Bourdin qui vient couper sans cesse le président, qui ne le permet pas d'aller au bout de sa pensée. Yael, est-ce que Jean-Jacques Bourdin a posé une question ? Il avait le choix, Emmanuel Macron, mais le problème c'est que c'était un pilotage élyséen. C'était et en même temps sur l'aile gauche Edoui Plenel et ses thèses prosadistes, et en même temps sur le côté droit, Jean-Jacques Bourdin et ses thèses définitives sur le mal-être des retraités en France. Donc, et lui, au milieu, regardez le plateau pentagonal avec deux côtés qui mènent nécessairement le regard vers Emmanuel Macron en position centrale, au milieu, pour faire le tri et la synthèse entre les deux. Moi, ce qui m'imaginait le plus, c'est que la parole présidentielle est suffisamment rare en France et précieuse pour savoir quel est le cap qu'on donne à un pays, pour qu'on respecte le téléspectateur ou l'auditeur ou le Français qui a envie de comprendre ce qui se passe dans son pays. Et là, on a assisté à un show viril, à trois, destiné à quoi ? Effectivement, à montrer qu'on avait un jeune président dynamique et capable d'endurer la contradiction. Mais c'est pas ça une émission comme ça, c'est une émission pédagogique normalement. Je vous avais juste demandé un tour de table, donc l'avis de Marie, et puis après on passe à nos détails. Ça fait parler. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est 2h40 d'émission où à chaque question, on se dit, est-ce qu'il va s'énerver ? Et non, il ne s'énerve pas. On va jusqu'au bout de l'émission, qui encore une fois dure 2h40, et ce soir, on parle encore de la forme. Donc on est tous d'accord. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que lui, il s'est prêté à cet exercice. Aucun autre président avant lui ne se serait prêté à cet exercice-là. Mais lui, il le voulait. Et quand on dit il s'est laissé piéger, il s'est pas laissé piéger. Il l'a organisé. Simplement, certains diront il a dégradé la fonction présidentielle, il l'a abîmé dans un exercice qui n'est pas un exercice de son niveau. Et d'autres diront au contraire, il a eu du courage parce que on en a marre d'avoir un monarque à la tête de l'État et c'est bien qu'il redescende un peu dans l'arène. C'est un peu les deux thèses. Mais sur le courage, le fait que la team Macron soit montée aussi vite au créneau le lendemain pour prendre dans leur viseur les deux intervieweurs montre bien que justement ils n'étaient pas sur deux. Ils n'étaient pas sur deux. Et vous avez plein de marcheurs le soir qui tweetaient pendant l'émission, mais qu'est-ce que c'est que ça mais des marcheurs. On ne va pas rentrer dans le métier. On a parlé de discordance et de dissension au sein de la communication élyséenne sur la pertinence de l'exercice. Rendez-nous Alain Duhamel et Albert Duroy. Voilà. Alors, vous voyez, le sujet, effectivement, il est toujours aussi commenté. On salue Sabi Lespine, Myriam Lescloup, Gérard Bonamin, et Jérémy Morinville. Vous avez tous un avis. Macron, roi du blabla et du détournement du sujet. Interview cinéma pour Myriam Lescloup. Gérard Bonamin nous dit il est vrai qu'envers les retraités, Macron n'a pas été irrévérencieux. C'est sans doute un peu du deuxième degré. Et Jérémy Morinville, ça a l'air d'un remake du débat de la présidentielle. On a beaucoup dit ça aussi. C'est pas une interview, c'est un débat. Alors, premier sujet, on va parler une semaine après le début de son évacuation. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes n'est pas rayée de la carte, on ne peut pas le dire. C'est même pire, 2500 gendarmes sont toujours mobilisés, mais en face, il y a maintenant près de 700-800 zadistes. Dans les universités, les blocages continuent. Celle de Tolberg est en passe de devenir une ZAD, elle en plein Paris. Quant au quartier du Mirail à Toulouse, la police y a été prise à partie toute la nuit dernière avec des caillassages et même des tirs de mortier. À défaut de convergence des luttes, c'est peut-être la convergence des désordres. Dimanche soir, Emmanuel Macron, on y revient, a dit ce qu'il en pensait de ces zadistes. Regardez, puis on en reparle. Je vais avoir, moi, un projet agricole alternatif. Je vais aller m'installer dans votre salon. Et pour nos concitoyens les plus modestes, vous voyez, le retraité dont vous parliez tout à l'heure, la personne qui paye ses impôts, qui paye pour avoir une maison, qui s'est acheté sa maison, qui paye son loyer, qui paye dignement ses impôts. Et l'agriculteur qui a payé ses terres. Et l'agriculteur qui paye ses terres. Vous pensez que je peux aller maintenant lui expliquer ? Il y a des gens, ils ont une idée formidable, une idée fumeuse. Ils ne payent pas les terres, ils se conforment à aucune règle. Ils produisent du lait, il n'y a aucune règle. Les règles de santé publique, ce n'est pas les leurs. Ils ont un projet alternatif, c'est formidable. On ne paye plus rien, il n'y a plus de règles. Bon. Je peux les regarder en face ? Alors, un grand moment de l'interview, décidément, on y revient toujours. C'est l'enlisement quand même, Yael Gauze. C'est la guerre d'usure. Alors, on peut comprendre le pilotage politique extrêmement sensible d'évacuation d'une université, d'évacuation d'une ZAD. La question, c'est est-ce que ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes a été suffisamment anticipé en amont ? Est-ce que, oui ou non, on savait, on pouvait se douter que ça allait durer, qu'on n'allait pas déloger les squats aussi facilement que ça. Et moi, j'ai noté aujourd'hui l'association, comment s'appelle-t-elle ? J'ai oublié son nom. Une association des gendarmes qui ne sont pas contents, qui grognent. Qui disent on n'en peut plus, c'est physique. Et heureusement qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas
un attentat terroriste à gérer avec des forces de l'ordre à mobiliser ailleurs, parce que là, il y aurait peut-être un petit problème d'effectif. Non, la question, c'est la question du pilotage. Effectivement, le gouvernement ne veut pas aller à la faute, ne pas créer le blessé grave. Mais ce n'est pas en faisant du REC qu'on ne va pas à la faute. Oui, mais mais le problème, c'est que tout peut s'écrouler. S'il y a un mort à Notre-Dame-des-Landes, tout s'écroule. Tout s'écroule, l'opinion peut se retourner et on célèbre mai 68 aujourd'hui. Il y a une erreur de grille de lecture. C'est-à-dire que quand on n'est pas tellement averti, qu'on suit l'actualité comme ça de loin, on se dit, tiens, il y a vraiment une grogne sociale dans ce pays. Il y a un mécontentement qui est en train de monter, qui va peut-être s'agréger. Mais si vous regardez bien, le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, il est de l'autre côté. C'est comment et pourquoi l'État n'arrive pas à faire régner l'ordre. Parce que finalement, vous prenez les sujets les uns après les autres. Vous avez, aujourd'hui, ils sont 3000 à peu près quand même sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce qu'ils ont fait venir du renfort ce forces de l'ordre. Non, 3000 zadistes. Ah oui. Alors qu'ils étaient 700 il y a encore une semaine ou 10 jours. Des étrangers. Et beaucoup d'étrangers, oui. Voilà. Vous prenez les universités, en fait, c'est une poignée de personnes qui ne sont pas toutes étudiantes d'ailleurs, qui mettent le désordre. Et puis alors il y a le Mirail qui est encore un autre sujet, comme dirait le président de la République, ce sont des causes à chaque fois différentes. Mais ce qui est hallucinant, c'est de se dire qu'il y a une telle frousse de la part de l'État. De faire la faute. De faire la faute, de commettre Malek Oussekine ou effectivement Rémi Fraisse à Sivins il y a quelques années, que, eh bien, ils sont comme transis. Alors, ils n'interviennent pas. La vérité, c'est que je pense que l'opinion publique, et ils ont peur de l'opinion publique aussi, ils ont peur d'une réaction de l'opinion publique, et je suis persuadé qu'ils ont tort. Plus de fermeté. Ils ont tort, ils devraient effectivement employer la force et taper dans le tas, si je puis dire. Taper dans le tas, mais de façon organisée, avec les moyens qu'ils ont, parce que... De façon métaphorique aussi. Oui, voilà, exactement. Et ça permettrait sans doute de stopper si vous voulez, ces mouvements. Alors je sais que la ZAD, c'est compliqué. Il y a des configurations, des configurations géographiques qui sont compliquées. C'est le cas de la fac de Tolbiac. Mais je crois qu'il faut impérativement que l'État prenne sa responsabilité, c'est-à-dire le gouvernement. Joseph, il faut y aller plus fort, plus vite ou... Nouveau monde et vieux réflexes et vieux curseurs. Parce que, en effet, ce que vous disiez, la crainte de voir un mai 68 est extrêmement fort. Or, dans l'opinion publique, mai 68, ça n'existe pas. Il y a nous autres journalistes qui l'avons célébré. J'ai dit nous, lapsus révélateur, je ne sais pas encore. Non, ce mai 68 est présent, est très fortement présent, mais l'opinion publique, pour la majorité de l'opinion publique, mai 68, ça n'a pas c'est quelque chose d'oublié, ça n'a pas d'écho, c'est pas une commémoration. Les gens ne se sont pas précipités sur les livres qui ne sont pas là-dessus, malheureusement pour ceux qui l'ont fait, très, très souvent très bon. Donc là, il y avait été un problème. La question qui aujourd'hui est posée n'est plus celle de la puissance publique, mais de l'impuissance publique. Et cette notion d'impuissance publique est quelque chose d'absolument terrible. D'autant plus que les personnes qui regardent d'une manière très précise les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'organismes, je ne vais pas tous les citer, Bloom ou d'autres, qui font des études sur les influenceurs, sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook que Twitter. Qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent que très souvent, des personnes, par exemple, comme les organisateurs de Nuit debout, sont des gens qui sont très mobiles et qui tout d'un coup changent d'identité et vont passer, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. Et on se dit, tiens, on voit arriver 800 personnes ou 900 personnes d'un coup. Sauf que ces quelques centaines de personnes, ce sont toujours les mêmes. Pourquoi on ne le sait pas ? Et alors là, il faut revenir à la cause première aussi. On ne le sait pas parce qu'on peut dire merci, entre guillemets, à Nicolas Sarkozy, parce que, évidemment, la suppression des renseignements territoriaux. En démantelant les renseignements territoriaux, évidemment, on a privé aussi bien la police que la gendarmerie d'un outil absolument essentiel. Mais ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est marrant de voir, parce que c'est quand même violent, là. Notre-Dame-des-Landes, c'est violent. Tolbiac, ça peut être violent. Mais 68 n'était pas violent. Mai 68 n'était pas violent. Il n'y a pas eu un seul mort en mai 68. C'est l'après mai 68 qui était violent. C'est l'après mai 68. Ouais. Je vous donne la parole dans un instant. Marie et Yaël, si vous voulez intervenir. Quelques commentaires sur Alors, Jérémy Morinville qui nous dit c'est un sacré paradoxe. Macron va frapper en Syrie et n'est pas capable d'évacuer des zones où l'ordre public n'est plus présent. Fort avec Bachar et faible... Avec Blondel. Avec Blondel. Parce que ce ne sont pas des troupes au sol en Syrie. Armand Herbe, pourquoi ne présentent-ils pas leur projet alternatif ? Justement, je vais y venir. Jean-Marc Vallon, les zadistes n'ont pas de projet. Et Claude Richard, il faut être beaucoup plus virulent
dans l'élimination des zadistes. Marie Vézo, c'était d'ailleurs pour répondre à notre internaute. D'ailleurs, ils vont revenir auprès de la préfète de région demain. Il y a une réunion qui est de nouveau prévue. Ils ont accepté de la revoir. Finalement, des projets d'agriculture, alors on entend tout et son contraire. Il n'y a rien, ils sont incapables de produire quoi que ce soit, ou au contraire, les zadistes disent qu'ils nous empêchent d'aller plus avant dans les projets, mais collectifs. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? En fait, on n'en sait rien. Très clairement, on appelle ça des projets alternatifs, finalement ça veut tout et rien dire. C'est très louable et en même temps, ce n'est pas leur droit. Donc voilà, tout ça est... Un détail. C'est un détail, hein, non, mais c'est vrai que quand on parle de ça, ils n'ont pas le droit et l'ordre public, ils ne le respectent pas. C'est quand même des bases... Mais il y a quand on quand en revient à ce que dit Emmanuel Macron, c'est fumeux. Oui, non, mais c'est fumeux. Mais ce que disait quand même Joseph, c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on on est dans un syndrome d'impuissance publique. Et il faut absolument qu'il surmonte ça, parce que ça va lui coller à la peau, si dans 15 ce gouvernement. jours, Notre-Dame-des-Landes est complètement mais dans 15 jours, ça ne évacuée. sera pas réglé. Si Tolbiac et les autres facs sont revenus... ça ne sera pas réglé, parce que c'est plus on compliqué dira que ça. grande victoire, formidable. Notre-Dame-des-Landes, le dossier, finalement, ils ne l'ont pas très bien géré. Non. Parce qu'ils ont dit, il y en a certains qui vont pouvoir s'installer. Sauf qu'il y a les agriculteurs du coin, et notamment la Chambre d'agriculture du coin, qui dit, mais attendez, de quel droit ils s'installent là? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, ils ont mal préparé leur coup. Je pense qu'ils l'ont bien préparé au début pour essayer d'apaiser les esprits. Les esprits s'échauffent de plus en plus. Il va y avoir des oppositions, et je pense que Notre-Dame-des-Landes est un sujet qui va durer, et malheureusement pour l'État. Preuve que ça a été mal anticipé, c'est que vous avez vu le séquençage des émissions télé d'Emmanuel Macron, jeudi 13h Pernod, évacuation elle commençait lundi précédent à l'aube 4 jours avant. L'idée de l'Élysée c'était quand même d'arriver chez Pernod en disant voilà, regardez, nous sommes arrivés au bout de cette évacuation. Ce n'est pas le cas du tout. Non, moi je pense qu'il y a aussi une responsabilité au-delà du pilotage compliqué de forces de l'ordre qui ne doivent pas commettre la faute qui ferait basculer l'opinion ou qui mettrait le feu au pays, au FAC et à la ZAD. Il y a la responsabilité de ministres en charge de ces dossiers qui sont politiquement absents. Oui. Frédérique Vidal, vous la voyez beaucoup défendre, ferrailler sur les plateaux nuit et jour pour dire vous n'avez pas compris la réforme, Parcoursup, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas une sélection comme vous l'entendez. Non, très peu. Jean-Michel Blanquer, il pourrait lui aussi monter au créneau. Lui, il a une respectabilité dans l'opinion, à gauche et à droite. Et s'il allait aussi parler des universités et de la réforme, pas tout à fait son le portage politique de Nicolas Hulot sur la SNCF, quasiment absent, une petite tribune dans le JDD, et puis on ne le voit plus. La ZAD, donc ça révèle quoi, que finalement ce gouvernement est un gouvernement de techno et mais non, mais vous avez qui? Gérard Collomb, Édouard Philippe, Emmanuel Macron. Rendez-nous Raymond Marcellin. Alors, ce qui se passe dans les universités, c'est quand même dingue. Enfin, moi, c'était il y a quand même quelques années, mais on est tous allés à la fac. On se souvient de l'investissement que représente une année. Les partiels sont repoussés. Est-ce qu'ils vont être encore une fois repoussés? Là, il y de images devant la Sorbonne de partiels annulés. Se tirent des balles dans le pied. Ils disent on veut qu'on écoute nos opinions politiques. La politique, elle n'a rien à faire à la fac. On est là pour passer les examens. Enfin, c'est quand même dingue. Sont pas concernés. Et puis, moi, je leur conseillerais juste de trouver d'autres moyens de manifester. S'ils veulent aller dans la rue, faire comme pour le CPE, ils manifestent. Mais là, le blocage, Emmanuel Macron, il leur a dit, il n'y aura pas de diplôme en chocolat. Donc, les cocos, l'année, elle risque d'être perdue. Il y a une autre explication à tout ça aussi, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Et que l'opposition qui est en train de se manifester aujourd'hui, aussi bien à Notre-Dame-des-Landes qu'à la faculté, c'est une opposition d'extrême gauche. L'extrême gauche est en train de dépasser complètement le mouvement de la France insoumise, parce que je crois que M. Coquerel va régulièrement à Tolbiac, mais je ne pense pas que ce soit lui qui quand même arrive à tout piloter. Les ficelles. Et on s'aperçoit qu'il y a une extrême gauche extrêmement bruyante. Et il y a qu'elle qui arrive à s'exprimer aujourd'hui dans le pays. Cette extrême gauche, en plus, n'a rien à voir avec l'extrême gauche 68arde, qui était axée autour de la notion essentielle de liberté et de lutte contre l'assignation à résidence d'où qu'elle vienne. Cette extrême gauche-là, elle interdit des personnes de telle ou telle couleur de peau, ou telle, etc., de participer à des assemblées générales ou à leur pseudo-université. Donc cette extrême gauche est en plus
réactionnaire, au sens plein du terme. On écoute un instant, toujours sur le sujet des facs, le président de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Georges Haddad. Il était ce matin l'invité de CNews et vous allez voir, il appelle au secours. Je suis consterné par l'état du centre. C'est un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même. Les étudiants qui veulent étudier ne peuvent plus étudier depuis 3 semaines. Les personnels administratifs ne peuvent plus administrer. C'est devenu une zone de non-droit. C'est un endroit impossible et indigne d'une université. Zone de non-droit, il le dit aussi. Il a raison. Hein. Enfin, il connaît mieux son université que nous. Mais... Ça complète ce qu'on vient de dire. Encore quelques réactions. Isométrique, une enquête journalistique sur les revenus des zadistes serait la bienvenue. Eh bien, on va prendre l'idée. Sylvie Ashley, en n'intervenant pas à Tolbiac, le gouvernement laisse perdurer une situation dangereuse. Ce qui rejoint les propos, effectivement, du président Haddad. Et à la question du jour, le gouvernement fait-il preuve de suffisamment de fermeté? Vous avez été 24% à dire que oui, et donc 76% à nous répondre que non. Ce n'est pas un sondage, mais c'est juste une question, mais ça donne quand même un peu la température. J'ajoute une dernière action, celle de Jean-Marc Vallon. La plupart des casseurs ne sont pas des étudiants et se moquent des examens. Alors, on va passer à notre deuxième sujet, c'est celui de l'Europe. Refonder l'Europe, c'est l'ambition affichée ce matin par Emmanuel Macron à Strasbourg. Un vaste programme face aux résistances, à la montée des souverainismes et des populismes, aux impuissances et divisions de l'Europe sur l'immigration. Depuis son discours de la Sorbonne, le président a dû revoir ses projets à la baisse. Mais ce matin, Emmanuel Macron a voulu ouvrir les yeux des Européens, comme il l'a dit. Je vous propose de l'écouter. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre. Et j'appartiens à une génération qui est en train de s'offrir le luxe d'oublier ce que les prédécesseurs ont vécu. Moi, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Je ne veux pas appartenir à une génération qui aura oublié son propre passé ou qui refusera de voir les tourments de son propre présent. Vous avez le sentiment d'appartenir à une génération de somnambules, Yves ? Un peu, oui. Non, mais je partage beaucoup des idées d'Emmanuel Macron sur le plan européen, et je trouve qu'il a raison. C'est vrai que l'Europe, ça a été quand même un champ de bataille pendant, on va dire, de 1870 et surtout après, jusqu'en 1945, et que ce champ de bataille a fait des millions de morts, et que je vous invite d'ailleurs à lire demain, impérativement dans le Figaro, un reportage enquête de Laure Mandeville sur la Hongrie et qui explique, et on comprend mieux, pour ceux qui ne le savent pas tout à fait, pourquoi il y a un nationalisme aussi virulent dans ce pays, et en Pologne aussi d'ailleurs. Et justement, bon, on a cassé l'Europe justement après la guerre de 14 de façon somnambulesque, et je ne sais plus, le livre de Les Somnambules de Clark, hein, c'est ça, cet historien qui a écrit un magnifique livre qui explique toutes les plaies du XXe siècle et pourquoi ces plaies ont existé. Et donc aujourd'hui, on est quand même, ça fait 70 ans... Donc il a raison de réveiller les consciences. On est 70 ans, ça fait 70 ans qu'on est en paix. On est en paix parce qu'on a en partie construit ou essayé de construire cette Europe. Et il faut tout faire, si vous voulez, pour essayer que cette Europe, eh bien, elle arrive à vivre, à s'harmoniser, à s'entendre. Alors évidemment, il est très utopique dans son propos, mais il faut impérativement, effectivement, aller dans ce sens-là. Parce que si vous écoutez un petit peu les discours qui sont tenus dans certains pays, c'est des discours de repli, dans la plupart des pays, des discours de repli, et des discours qui sont extrêmement inquiétants pour l'avenir de nos pays. Joseph, sur ce point, il a raison, selon Yves. Est-ce qu'il a les moyens, Emmanuel Macron ? Alors, il a raison, oui, il a raison. Sur le fond, il a été excellent. Franchement, j'ai regardé aussi, pas simplement son discours, mais une partie, la manière dont il a écouté les réponses, était répondu. Il était au meilleur de sa forme. Donc l'image qu'il donnait était à chaque fois, on a l'impression qu'il est au meilleur de sa forme, parce qu'on sait. Non, mais incontestablement.
Oui, autour des députés qui sont levés. Oui, et ça se voyait d'ailleurs dans les interventions de tout le monde, que ce soit des gens du PPE, que ce soit des sociétés, enfin, ça se voyait. Donc c'était quelque chose d'absolument manifeste. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de ses politiques? Est-ce que c'est sa politique en plus? Parce qu'on ne va pas répéter, mais l'Allemagne, l'Italie, l'Allemagne qui fait baisse de Merkel, l'Italie, le populisme, l'Angleterre qui s'en va. Les propositions, le diagnostic qu'il fait est parfait, Yves Tréhard l'a résumé, le diagnostic qu'il fait est parfait, il peut être partagé. Le positionnement politique aussi est excellent, parce que là, il y a aussi un positionnement politique en vue des élections européennes. D'ailleurs, Macron est quand même un animal politique, il faut le souligner, en termes, lorsqu'il pose la question de la souveraineté européenne, bien sûr, c'est-à-dire qu'il coupe l'herbe sous les pieds de la droite qui voudrait prendre la notion de souveraineté aux prochaines élections. Mais quand on voit ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il propose? Il propose une taxe sur le numérique pour financer des projets européens. Il propose des consultations citoyennes lancées aujourd'hui. Il lance d'ailleurs aujourd'hui à Épinal. Voilà, Épinal. Ce soir. C'est-à-dire qu'en fait... Vous êtes sceptique, ces consultations citoyennes, c'est exactement ce que fait le mouvement... C'est En Marche... rendons au Seigneur, c'est ce que faisait le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. C'est comme ça. Et on voit le résultat. On n'a pas besoin de consultations citoyennes. On sait aujourd'hui quel est le problème de l'Europe. C'est que l'Europe ne peut plus se construire avec un effet de cliquette. C'est-à-dire que vous passiez un cliquet et qu'il était impossible de revenir en arrière et qu'on vous forçait avec une baïonnette dans le dos à passer ce cliquet. Ce n'est plus possible. D'ailleurs, on a vu les résultats, ils sont catastrophiques. 2, l'Europe a besoin de grands projets et de grands projets politiques. Il faut reposer la question, il faut avoir le courage politique de reposer la question de la communauté de la CED, de la communauté européenne de la défense, et surtout à l'heure de la Syrie. Voilà. Bon, j'arrête parce que... Marie, sur le point, on l'a dit... faible sur aussi les projets en matière de zone euro, de ministre du budget européen. Sur tout ça, il a dû en rabattre. Effectivement, c'est très bien qu'il y ait une volonté politique de recréer quelque chose en Europe, mais après, très concrètement, c'est difficile à construire, et je veux bien qu'on ne reparle pas de l'Allemagne et de l'Italie, mais quand on n'est pas sur la même ligne que l'Allemagne, c'est quand même hyper difficile de vouloir faire avancer les choses quand le domaine économique ne suit pas. Sur la zone euro, Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il a fait tout un tas de propositions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas vraiment plu aux Allemands. Les Allemands. Et maintenant, il y a non seulement les Allemands, mais les Pays-Bas, tous les pays scandinaves. Ils ne veulent pas du Fonds monétaire européen qui viendrait potentiellement en aide à des pays en difficulté. Ils ne veulent pas de la garantie européenne des dépôts bancaires. C'est technique, mais les banques italiennes, elles ne vont pas bien. S'il faut un jour venir en aide aux banques italiennes, les Allemands, ça reste des Allemands quand même. Ils ne veulent pas d'un poste de ministre des Finances de la zone euro. Ça ne les tente pas du tout non plus. Bref, on n'est pas du tout sur la même ligne. Et même s'ils pensent, Emmanuel Macron, que les choses peuvent avancer, il y a un Conseil européen au mois de juin, ils peuvent... Mais là, les réalités sont... La réalité est là. Alors pour l'instant, la chancelière, elle a envoyé au front dire tout ça, sa garde rapprochée. Elle ne s'est pas exprimée vraiment elle-même. Elle a cette technique... qui est aussi, pour l'anecdote, j'étais la semaine dernière avec Nicolas Sarkozy qui s'exprimait lors d'une conférence devant des chefs d'entreprise. Et il avait cette petite histoire assez amusante. Il disait Angela Merkel, elle a comme stratégie de s'exprimer à la dernière seconde, de la dernière minute, du dernier jour au dernier moment. Donc finalement, est-ce qu'elle sortira au dernier moment, ou le dernier jour, à la dernière seconde, sur des avancées qui pourraient très concrètement faire avancer l'Europe économique, la zone euro, en plus de l'Europe politique? On verra. Yael Gauze, on l'a dit, il y a aussi les élections en ligne de mire l'an prochain. Complètement. Alors, juste pour compléter ce que disait Marie, il y a eu 6 mois de silence de l'Allemagne. Donc pendant 6 mois, on a été un peu sur le mirage, comme quoi il y avait juste un seul leader maintenant en Europe qui avait vaincu le populisme de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'était la star Macron. Le silence en Allemagne était dû au fait que la grosse coalition, la grande coalition n'était pas constituée. Maintenant, ça y est, maintenant il faut redanser le tango avec l'Allemagne. Non, les élections. Ce discours d'Emmanuel Macron applaudi sur tous les bancs, mais le Parlement européen, c'est un petit peu, ce sera sans doute l'année prochaine, ce que le Sénat est aujourd'hui à En Marche à Paris. Je vais m'expliquer. Dans le meilleur des cas, 30%, imaginons la liste En Marche, 30%. Ça envoie combien? Une trentaine d'eurodéputés français En Marche
à Strasbourg, noyés dans 700 eurodéputés issus de 27 élections différentes. Éventuellement, s'ils sont forts, ils peuvent agréger du monde et peut-être prendre le leadership d'un groupe qui est 4e aujourd'hui, qui est le groupe ALDE de Guy Verhofstadt. Bon, si En Marche est là, qu'est-ce qui se passe? Ça change quoi au rapport de force? Puisque de toute façon, c'est un univers où on marche au compromis. La recomposition qui a eu lieu en France, explosion du PS, explosion des LR, ça ne s'applique pas à la philosophie du Parlement européen qui marche déjà sur du compromis. Et donc pourtant, En Marche se retrouve là face... même s'ils ont révisé c'était quand même l'objectif au départ, c'est de faire exploser les partis européens. Oui, mais le réalisme, voilà, le discours a changé petit à petit. Ils se rendent compte des réalités. Combien ça fait de marcheurs à la fin au Parlement européen? Le PPE restera surpuissant avec la CDU. Les populistes seront peut-être jeu égal avec le PPE. Les sociodémocrates seront en baisse certainement, mais pas au point de laisser une nouvelle structure En Marche prendre le dessus dans cet univers. Il ne faut pas que Emmanuel Macron rêve, il ne va pas relancer l'Europe, il ne va rien changer en Europe, enfin je lui souhaite en tous les cas, si déjà sur quelques petits sujets, travailleurs détachés, il arrive à mettre de la clarté, des choses comme ça, c'est très bien. Ce qu'il faut qu'il pragmatisme plus que grand rêve. S'attache à faire, parce que ça sera la seule grille de lecture en juin 2019, c'est qu'il gagne très largement les élections européennes en France. Parce que le débat, ça va être entre ce que disait Joseph, et ce que tout le monde sait, entre souverainistes et pro-européens, pour faire vite. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'à l'intérieur du Parti socialiste, ou ce qu'il en reste, mais surtout à l'intérieur de la droite, eh bien, il y a les deux courants. Et que la droite va être vraisemblablement divisée entre les souverainistes et les pro-européens. On voit déjà on voit déjà qu'il y a du tiraillement. La France insoumise, elle va nous tenir un discours qui, à mon avis, va être assez peu pro-européen, et on sait ce qu'il en est de Mme Le Pen. Donc ça, s'il ne gagne pas contre les autres son pari en France, même s'il n'a que 30 députés après au Parlement européen, et ben ça sera pour lui très compliqué. Très très compliqué, parce que, en plus, il a posé la ligne de fracture de de nouveaux paysages politiques en France entre, justement, les pros et les antis. Donc rendez-vous mai 2019, mais on en reparlera d'ici là. On sort d'un week-end, Joseph y faisait allusion, où le grand paradoxe, c'est que la France a frappé avec un pays qui sort de l'Union européenne, les Anglais, en Syrie. Le message envoyé est quand même complètement contradictoire. Quand on voit comment l'Allemagne fait cavalier seul d'une manière diplomatique, aussitôt, à peine les avions français sont-ils revenus que l'Allemagne commence à tendre la main, aux adversaires, aux personnes mêmes qu'on a frappées, c'est quand même assez saisissant. Quelques réactions là-dessus. Amir Kat nous demande: l'Europe profite-t-elle à ses citoyens? Un gros doute persiste. Et continue à nous dire: difficile de constituer une Europe avec des pays dont la culture et la force économique sont différentes. Et Colline Messonnier, cette Europe est moribonde. On n'a pas tout vu parce que l'Albanie frappe à la porte. Oui. L'Albanie, effectivement. Je rassure la personne. Beaucoup plus de cohésion avec l'Albanie. Et Andrea nous dit, dans ce discours, rien, donc celui d'Emmanuel Macron, rien de réellement concret, des propositions qui se veulent novatrices mais qui restent floues et peu fondées. Ils sont déjà à 104, les Albanais. Les Albanais sont... En tout cas l'été. On va parler un petit peu d'Air France maintenant. Alors oui, d'abord avant d'Air France, je vous donne la réponse de notre question posée sur Twitter. La question, c'était celle-ci: est-ce que Macron a les moyens de renouveler et de réimpulser un large mouvement de refondation de l'Europe? Et vous êtes 56% à estimer que non. À cette question. Donc Air France, maintenant Air France, c'est un 8e jour de grève pour la compagnie et toujours pas d'issue au conflit. Les syndicats réclament 5% d'augmentation. La direction propose, elle, 2% tout de suite et 5%, mais étalé sur 3 ans. Alors on va d'abord écouter le président du syndicat des pilotes de ligne, Philippe Evin. Il dit que ses collègues ont des raisons d'être impatients. Vous savez, ça fait près de 6 ans qu'on est patient. Aujourd'hui, c'est simplement plus possible. Il faut débloquer ces salaires. Et ce que nous demandons est extrêmement raisonnable. Ça représente 0,8% par an d'inflation. Marie, on a beaucoup parlé des cheminots, mais les pilotes, c'est les vrais privilégiés, non ? Compte tenu de l'enquête qu'on a publiée ce matin de Valérie Collet dans le Figaro. Effectivement, une très belle enquête ce matin qui est publiée dans le Figaro économique. On va voir les chiffres. Un petit peu les choses à plat. Privilégiés, je vous laisse le terme, mais moi je vais vous parler de chiffres. Donc les personnels d'Air France, pour resituer remettre la situation, demandent 6% de hausse de salaire cette année. En attendant, c'est la grève. Alors, je prends mon anti-sèche. Les chiffres des salaires, on va les voir aussi s'afficher. Publiés.
En fait, c'est une comparaison qu'on a faite entre Air France, British Airways et Lufthansa. Hein. Voilà, entre les principales compagnies européennes. Alors, un commandant de bord long courrier chez Air France débute sa carrière à 250 000 € brut annuels. Chez British Airways, c'est 200 000 €. Un chef de cabine chez Air France, c'est 59 000 €. Et c'est 46 000 € chez Lufthansa. Je ne vais pas vous noyer de chiffres. Alors certes, ça donne effectivement. Alors certes, après, il y a des impôts et des charges plus élevés en France. Mais même avec ça, la compagnie Air France s'en sort bien. Enfin, la compagnie Air France reste mieux-disante. Alors, et puis surtout, ce que me disait l'intervenant il y a 2 secondes, leurs revendications sont argumentées sur le fait que les salaires sont gelés depuis 6 ans. Eh bien, des gels comme cela, on aimerait tous en avoir. On va voir les courbes aussi qu'on a préparées, si on peut. Voilà, on regarde les chiffres, bassement terre à terre, grâce à tout un tas de mécanismes internes. Les salaires augmentent chez Air France. De 4,5% entre 2011 et 2012 pour un commandant de bord, de 17%, plus de 17% pour un copilote et de 5% chez les hôtesses et stewards. Un autre chiffre qui est assez parlant, c'est que pour l'entreprise, les frais de personnel représentent 29% du chiffre d'affaires. Chez Ryanair, c'est 9%. Et au milieu, British Airways, 20%. Tout simplement pas tenable. Pas tenable sur la stratégie de long terme de l'entreprise. Et puis à court terme, on en est à 200 millions de coûts pour ces jours de grève. Et ce n'est pas fini, il y a encore 3 journées annoncées. Alors, peut-être Yael Gauze là-dessus. Et une question. Les cheminots ne doivent pas lire d'envie. Hein. Mais non, ça pose la question de la convergence des luttes dont on parle sans arrêt du côté des Insoumis ou d'autres partis de gauche. Quelle est la jonction possible là entre ce mouvement catégoriel d'Air France et d'autres mouvements sociaux ou même de retraités qui souffrent d'une perte de pouvoir d'achat avec la hausse de la CSG? On ne voit pas du tout comment il peut y avoir la jonction sur ce type de conflit. C'est localisé à Air France et c'est un problème Air France. Sauf que Air France, c'est aussi une société qui a des capitaux publics. Voilà. 30%, c'est ça, Marie? C'est ça. Je vais me faire un peu provocatrice, mais finalement, on sait aussi qu'Air France a fait des profits exceptionnels. Alors, les chiffres, c'est 1,5 milliard de bénéfices d'exploitation. On peut se dire, après tout, ils ont raison de demander des hausses de salaire. Oui, mais moi, il y a quelque chose qui me choque dans ce... D'abord, parce que si on regarde bien, si on raisonne en net, ils sont à peu près dans la moyenne des grandes sociétés. Ils sont à peine plus haut. À peine plus haut. À peine plus haut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids des charges et des taxes... Ouais, c'est ça qui m'a frappé dans ce qu'on a publié dans le Figaro, c'est que le poids des charges et des taxes est énorme. Et ça veut dire qu'on a quand même un problème dans ce pays qui est un problème de charges et de taxes. Alors on va me dire, ouais, mais on a un modèle social qui coûte cher, donc il faut le financer, donc voilà. Mais c'est quand même flagrant, je trouve, parce que si on raisonne en net, regardez, à British Airways et à Lufthansa, ils gagnent plus, le commandant de bord long courrier, il gagne plus que celui d'Air France. Donc c'est le poids des charges qui vous frappe, Yves. Qui me frappe beaucoup. Simplement. Bon, la question, c'est comment Air France peut investir ensuite derrière, profiter des fruits de ses bénéfices pour investir et continuer à développer sa marque et ses avions. Non, mais là où le vrai sujet, c'est face au low cost. Je ne sais pas comment ils vont faire à terme pour garder, si vous voulez, certaines lignes et ne pas se faire tondre par les low cost qui, eux, ont des coûts des frais de fonctionnement qui sont bien inférieurs. Joseph. 3 petites choses rapidement. La première, c'est une formule, c'est, je pense qu'il faudrait plutôt dire, divergence des luttes, mais convergence des buts. Puisque le but, c'est en effet, à chaque fois, évidemment, augmenter les possibilités salariales. Donc, divergence des luttes, convergence des buts. La deuxième chose, c'est que, ça a été souligné, en effet, c'est le poids des charges sociales est extrêmement important. Qu'est-ce qui s'est passé en raison de ça aussi? Il faut quand même le dire. C'est qu'en raison de ces charges sociales, aujourd'hui, il y a une règle qui fait que, en gros, vous avez un employé un navigant pour 50 passagers. Je crois que c'est à peu près ça. Les autres compagnies, évidemment, ont un ratio supérieur. Et ça, ce n'est pas dit. Alors, je ne parle même pas de Singapour Airlines, mais ils ont un ratio supérieur. Ça veut dire quoi, contre-coup? Ça veut dire qu'on demande plus. On demande plus d'efforts dans le quotidien. Et ça, on ne le dit pas toujours. D'accord? Et ça, c'était quelque chose d'important. Deuxième point, mais ça n'enlève pas du tout l'enquête qui a été faite, c'est
en plus. La deuxième chose qui est à mon avis aussi importante, quand on parle de privilégiés de cheminots, alors là, ce sont des enquêtes que dans le passé j'ai fait faire, c'est que les personnes qui sont navigants, et, pas simplement Air France, mais dans les compagnies aériennes, faisons attention, parce qu'un jour ou l'autre se posera la question, il y aura peut-être un scandale qui éclatera sur le fait qu'ils sont soumis aux radiations. Voilà. Et ça, quand on verra le nombre de cancers, d'accord, de ces personnes, on s'imagine qu'elles partent à la retraite comme ça, et de la santé, d'accord. Donc, soyons très très calmes sur les mots. Liées justement à l'exposition, parce que les avions, pour gain de carburant pour aller très vite, ont tendance à naviguer plus haut. Naviguant plus haut, évidemment, les gens sont comme dans un grille-pain. Voilà, je pourrais être assez volubile sur cette question. C'est un sujet dont on parle très très peu, d'accord, mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui sont des médecins... Non, oui, un petit peu aussi. C'est aussi un sujet tabou. Et les syndicats même ont rendu ce sujet tabou, parce qu'ils ont étouffé un peu ce sujet qui concernait les navigants qui étaient souvent partis, qui étaient partis à la retraite. Ils ont un peu étouffé ce sujet pour justement être dans les négociations salariales avec les directions. Mais pas simplement Air France. Toutes les grandes compagnies sont dans ce cas. Donc, ne parlons pas trop de privilégiés. Eh bien, c'était très intéressant. Quelques réactions encore. Les pilotes se moquent du monde, selon Claude Richard. Et Intrinsèque nous dit, s'ils arrivent à avoir mieux, tant mieux pour eux. Ça fait avancer le public, ça. C'est en tout cas un avis parmi d'autres. Et donc, sur la question, soutenez-vous ce mouvement avec les demandes d'augmentation, vous êtes 74% à nous répondre sur notre question Twitter que non, vous ne le soutenez pas. Il nous reste quelques minutes encore, alors on va pouvoir parler d'un tout autre sujet. C'est cette réplique un peu curieuse qu'a faite lundi matin le délégué général d'En Marche à propos du voile. Interrogé sur le voile musulman en France, il a fait cette comparaison. Écoutez-le bien, on en parle ensuite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un grand débat en France sur le fait que, et on parle du voile, il y a des mamans qui, à un moment donné, puissent rencontrer des enfants alors qu'elles portent le voile? Je ne pense pas que ce soit un sujet. On s'est posé la question il y a quelques années, quand toutes les femmes catholiques portaient un voile? Je ne crois pas. On n'est pas tout à fait dans le même contexte. Les choses ne se posent pas de la même façon aujourd'hui. Non, mais il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, portaient le voile des catholiques, on ne se posait pas ce genre de questions. Je fais une vraie différence entre le voile et la burqa ou le niqab. Yael Gauze, c'est juste fake dérapage, news. maladresse, non, mais fake news. Comme la République En Marche, on déteste les fake news, eh ben, on va faire un peu de fact-checking peut-être. Le droit canonique de l'Église catholique. Tout de suite, vous allez aux sources de la... 1917 et 1983, donc ça s'arrête en 1983, demandait à ce que les femmes portent une mantille lors de la messe le dimanche à l'église, c'est-à-dire une sorte d'écharpe de soie ou de dentelle. 1917, 1983. Mais on parle de l'église, de la messe, le dimanche. Après, on peut parler des nonnes, effectivement, qui peuvent porter ce voile catholique, mais on ne peut absolument pas généraliser comme l'a fait Christophe Castaner. Et la mère de M. Castaner était une sœur. Oui, c'est un tweet de notre consoeur Judith Van Traube. Yael, non, c'est pas très sérieux. Dérapage, maladresse de la part de... On parle du patron du parti majoritaire en France, quand même. Donc attention quand même. Ne pas parler trop vite. Mais qu'est-ce que ça traduit, si on pousse l'analyse un petit peu? Ça veut dire que Christophe Castaner est en manque d'informations, toujours, comme nous, journalistes, ou comme nous, les Français, de savoir quelle est la doctrine réelle d'Emmanuel Macron sur les questions de laïcité. On a encore eu quelques bribes au collège, devant la conférence des évêques de France, au Collège des Bernardins. On a eu un début d'explication sur la laïcité, mais il faut les chercher dans le discours. Il n'y a pas eu encore la grande explication sur ce que pense réellement Emmanuel Macron. D'ailleurs, dans l'émission Confuse de dimanche soir, BFM Mediapart. Ça s'appelait Confuse l'émission. Le voile n'est pas conforme à la civilité de notre pays, a dit Emmanuel Macron. Et il a ajouté, mais je ne veux pas de loi qui l'interdise dans la rue. Donc on est toujours dans cette absence de doctrine. Ah, mais j'ai coupé le lancement. On écoute Emmanuel Macron dimanche soir. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme, citoyen, citoyenne. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Joseph Massescaron, vous êtes d'accord avec ce terme d'incivilité à propos du port du voile?
Je ne pense pas que la question soit la question de l'incivilité. C'est le terme employé par Emmanuel Macron. Ni même du port du voile. Je crois que si on parle très sérieusement de cette question, la question n'est pas du port du voile en lui-même, du fait que des personnes ou des femmes choisissent de porter le voile. La vraie et la seule question devrait être, est-ce que ces personnes qui choisissent de porter le voile, pourront ôter ce voile? C'est la seule. C'est la seule. La réponse, on la connaît. Elle est majoritairement négative. Négatif parce que, de même, et je le disais ici, de même que l'apostasie religieuse est quelque chose qui est interdit aujourd'hui dans l'islam de France, je ne parle pas de l'islam ailleurs, de l'islam de France, parce qu'on a accepté dès la fondation du CFCM qu'il en soit ainsi, de même l'apostasie vestimentaire, si je puis me permettre, est quelque chose d'interdit. Donc je parlais tout à l'heure d'assignation à résidence, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est un problème fondamental. Soit l'homme se définit, ou la femme se définissent par ce qu'il est, soit nous nous définissons par ce que nous faisons, par la somme de nos actes. En clôturant ainsi, c'est-à-dire on n'est pas dans l'incivilité, parce que l'incivilité, ça veut dire... je trouve que le terme est impropre. On est dans un terme... Tout le monde, là, Emmanuel Macron, quand il dit... Parce il parle à tout le monde aussi, Emmanuel Macron, quand il dit ça, non? Quand il dit, finalement, c'est vécu comme... Je reprends ces termes, nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. Oui, mais... Non, on ne peut pas être sur ce sujet, pardonnez-moi, on ne peut pas être dans ce sujet dans l'en même temps. Il y a des petites habiletés politiques qui finissent en étant additionnées par être de grandes démissions et des fautes, comme disait Talleyrand. Donc on ne peut pas être dans le en même temps, car je remarque aussi que dans cet entretien, il tacle son ministre de l'Éducation nationale, parce que le ministre de l'Éducation nationale, très justement, à mon avis, refuse que des femmes voilées soient accompagnatrices. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'extrêmement important. Mais voilà. C'est étonnant, parce que ça a été le point le plus faible de son intervention de dimanche. Comme on le reproche souvent sur ces sujets. Il a été complètement pâteux, il a ramé, c'est pas possible, avec deux interlocuteurs qui, je pensais, seraient peut-être assez, offensifs sur ce terrain-là. Manque de peau, il y en a un qui est plombé par l'affaire Tariq Ramadan, et l'autre, je sais pas, il devait être très fatigué. Il semblait très fatigué et il l'a pas repris au vol, alors que sa question, c'était la seule question qu'il avait posée. Sur les sorties scolaires accompagnées par des mères voilées. Ça pouvait être intéressant. Et là-dessus, il flotte complètement, Emmanuel Macron. Il est temps qu'il se reprenne, parce que je pense que politiquement, y compris dans son électorat, s'il en a un, et il en a un, on attend que sa parole soit plus claire, plus limpide. Et il est hors de question, de mon point de vue, que effectivement des accompagnants, des accompagnatrices viennent voiler. Parce qu'elles sont, je suis désolé, en mission de service public à ce moment-là. Le Conseil d'État a tranché. Il nous a enfumé, le président de la République, là-dessus, en disant qu'ils n'étaient pas des collaborateurs du service public. Quant à Castaner, moi, ce que je l'invite à faire... Et moi, j'en ai souvenir, mais à la sortie de la messe au bistrot, moi, je voyais, quand j'étais plus jeune, des femmes non voilées pouvoir boire un verre. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. J'ai rarement vu des femmes voilées pouvoir aller au bistrot et boire un verre. Marie Vizot. Juste pour poursuivre ce que dit Yves, il y a quand même quelque chose que je retiens de cette partie-là d'Emmanuel Macron de dimanche soir, c'est quand il parle du choix. Ces femmes, il dit, moi ce qui m'importe, c'est ces femmes ont-elles le choix? Est-ce qu'elles portent le voile par choix, ou est-ce qu'elles sont contraintes par un mari, un frère? Et ça, on n'a pas la réponse, et pas sûr qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Parce qu'il ne connaissait pas la réponse. Il l'a dit. Il a dit, j'en sais rien. Je ne peux pas imaginer que... Mais on n'est pas dans leur salon, je pense qu'on ne peut pas avoir la réponse. C'est pour ça que la question n'est pas, vous avez totalement raison, la question n'est pas du choix de le porter, la question est de pouvoir l'ôter. Et quand on voit le courage des femmes au Maroc, en Algérie, en Iran, qui au péril de leur vie, en Syrie, le premier mouvement... dans les villages, l'après libération de l'horreur totalitaire Daesh a été pour ces femmes d'enlever le voile. Bien sûr. Quelques réactions sur cette question. Frédéric Subirana, l'exécutif refuse de voir le volet politique de l'islam. Claude Richard, prof à la Cato de Lille, se présente-t-il, je suppose. Les étudiantes musulmanes portent le voile et personne n'y trouve rien à redire. Alors, ça veut dire quoi, ça ?
Je pense que là, il y a un débat, bien sûr, au sein de l'université là-dessus. Et les deux avis doivent être entendus. Il y a en effet un certain nombre de professeurs, j'en ai rencontré, qui font des cours, qui m'ont dit « moi, ça ne me pose pas de problème ». Et d'autres qui ont dit « à partir du moment où il y a 4 personnes qui sont voilées avec un voile noir et qui sont au milieu de l'amphithéâtre, l'atmosphère qui se crée est une atmosphère qui automatiquement devient électrique. Je crois que les 2 points de vue doivent être entendus. Eh bien, merci beaucoup à tous les 4. Merci. Merci à nos internautes et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.